Ce soir, à l'émission, guerre tarifaire, les Laurentides ne seront pas épargnés. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement le fait que ça va réduire la qualité de vie de tout le monde, là. Et les chambres de commerce demandent un répit quant aux restrictions touchant les travailleurs étrangers temporaires. On demande aux entreprises d'être productives. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, je reçois Sophie Gilbert du Réseau des femmes des Laurentides. Je m'entretiens également avec Farah Vikarski qui nous parle des besoins des organismes communautaires en vue du prochain budget provincial. Enfin, Sophie Tessier attire notre attention sur les événements à venir au cabaret-spectacle La Petite Église. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 6 mars 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir. Alors, le sujet de l'heure, ce sont ces fameux tarifs douaniers imposés depuis mardi par les États-Unis sur les importations canadiennes. Vous faites le point avec nous sur les effets ressentis dans les Laurentides. Oui, Claude, je commence par un petit rappel des faits. C'est donc mardi dernier, comme vous le disiez, que sont entrés en vigueur les tarifs de 25 % sur plusieurs produits canadiens exportés aux États-Unis et de 10 % sur l'énergie. Alors, comment ça fonctionne, ces tarifs? Ça veut tout simplement dire qu'une entreprise qui a besoin d'un objet quelconque provenant du Canada devra maintenant payer 25 % du prix de cette pièce au gouvernement américain. C'est donc pas directement à l'entreprise canadienne de payer, mais les effets sur ses affaires seront quand même néfastes. Soit l'entreprise perdra un client ou alors elle devra baisser ses prix pour concurrencer les autres fournisseurs. Mais selon plusieurs observateurs, ceux qui finissent par payer la différence, ce sont généralement les consommateurs et la classe moyenne. Oui, d'autant plus que le gouvernement canadien a annoncé des contre-tarifs là, pour réagir à cette décision du gouvernement Trump. Tout à fait, des tarifs de 25 % sur une panoplie de produits d'une valeur de 30 milliards de dollars, principalement des produits de consommation courante. Et ça, ce sont des augmentations de prix dont vous pourrez témoigner en épicerie très prochainement. Des experts économiques ont estimé que la somme que le consommateur moyen devra débourser par année s'élève à 1 300 $ supplémentaires dans ce contexte économique. On écoute à ce sujet Ariel Retamal, qui est directeur général et commissaire à l'exportation chez Laurentides International. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement le fait que ça va réduire la qualité de vie de tout le monde, là. Okay? Et ça peut induire une récession au Québec là, et dans la région des Laurentides. Et justement, Clara, comment la région sera-t-elle touchée par cette nouvelle réalité économique? Alors, les Laurentides abritent plusieurs secteurs économiques, mais il y en a quelques-uns qui seront plus touchés que d'autres par ces nouveaux tarifs. Le premier, c'est celui de l'aéronautique, très important, notamment dans la région de Mirabel, qui génère environ 6 500 emplois. Il y a beaucoup de pièces d'aéronefs qui circulent des deux côtés de la frontière. Le domaine bioalimentaire, qui représente 11 % des emplois des Laurentides, risque aussi d'être frappé fort. Étant donné que les entreprises n'ont généralement pas une très grande marge de profit, il pourrait être plus difficile d'absorber l'impact de ces frais de douane. Finalement, l'industrie canadienne du bois devrait aussi connaître une période plus difficile, surtout qu'elle est déjà assujettie à des tarifs américains. Et quelles sont les caractéristiques laurentiennes là, qui pourraient jouer en notre faveur dans ce contexte-là? Monsieur Retamal de Laurentides International m'expliquait qu'il y avait déjà une bonne tendance au sein des entreprises de la région de diversifier leur marché dans les dernières années et de ne plus dépendre des États-Unis de ce côté-là. C'est une évolution qui s'est faite au fil des ans. Oui, Monsieur Retamal qui vient périodiquement nous expliquer ça. Rappelez-nous quand même la mission de Laurentides International dans tout ça. Alors, c'est une ORPEX, soit l'organisme de promotion des exportations de la région. À chaque 3 ans, l'organisme reçoit une somme d'argent du gouvernement québécois pour aider les entreprises de la région à explorer de nouveaux marchés et des alliances commerciales ailleurs qu'au Québec. Il y a quelques semaines, le gouvernement de François Legault a annoncé qu'il avait versé une somme de 510 000 $ à Laurentides International pour continuer son mandat. On écoute à ce sujet M. Retamal. Ce qu'on cherche, nous, c'est à pas avoir des ventes sporadiques de temps en temps. C'est d'établir un nouveau flux commercial qui fait en sorte qu'on va réussir à avoir des ventes de manière récurrente. C'est ça l'idée de suivre une démarche à l'exportation qui fait en sorte que si on suit les étapes, on va construire, on va bâtir une relation solide sur les marchés étrangers. Et quels sont-ils, justement, ces marchés alternatifs qui pourraient être favorables pour les entreprises locales? Bien sûr, ça dépend de chaque industrie, mais voici les marchés que M. Retamal juge les plus intéressants. À plus petite échelle, il y a le reste du Canada, un marché qui reste encore à développer dans certains cas. Ensuite, il y a l'Asie-Pacifique qui connaît en ce moment une croissance économique importante. L'Europe peut aussi être une alternative intéressante puisqu'elle connaît une réalité économique semblable. Il sera peut-être aussi la prochaine à être assujettie aux tarifs américains. Dans tous les cas, il sera difficile de se couper complètement des États-Unis comme partenaire financier
On écoute à nouveau M. Rintamal. On ne changera pas la géographie. Hein? On est quand même très proche des États-Unis. Le marché américain va rester un marché important, mais il va falloir quand même qu'on soit capable de faire cet effort de se diversifier. C'est des marchés qui, grâce aux accords de libre-échange, sont plus prévisibles, peut-être sont un petit peu plus difficiles à atteindre, mais sont plus prévisibles et on a des accords qui nous permettent de faire des liens plus solides à long terme avec ces marchés-là. Et au Québec, comment est-ce que le gouvernement réagit au début de cette guerre tarifaire? Alors, le gouvernement a lancé le programme Frontières pour venir en aide aux PME qui auraient besoin d'un prêt rapide. Une pénalité de 25 sera aussi appliquée à tous les concurrents américains dans les appels d'offres du gouvernement. Il y a eu cette décision aussi de retirer tous les alcools américains des tablettes de la SAQ. Alors, c'est bien sûr un dossier qu'on va suivre de très près, mais selon M. Rintamal, il faudra s'armer de patience. Je lui laisse le mot de la fin. Tu sais, il va falloir que ça fasse mal pour les Américains, pour que les Américains décident de dire « Hey, c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, j'ai confiance qu'on va réussir à passer à travers tout ça, mais ça va prendre un certain temps. » Ma boule de cristal me dit « On en a peut-être pour un an avec tout ça. Là. Okay? Ça sera pas quelque chose qui va se résoudre rapidement parce que le modèle est très fort aux États-Unis actuellement de vouloir se financer à travers des tarifs. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler des travailleurs étrangers temporaires. À plus tard, Claude. Le 4 mars dernier, plus de 80 citoyens ont assisté à l'Assemblée publique de consultation sur la nouvelle réglementation d'urbanisme à Saint-Jérôme. L'atelier urbain et le service de l'urbanisme ont présenté les faits saillants du plan d'urbanisme et de mobilité durable avant de répondre à une vingtaine de questions sur les 16 règlements en cours d'adoption. Les citoyens ont jusqu'au 7 mars pour soumettre un mémoire dans le cadre de cette consultation. Le théâtre Gilles Vigneault présentera 2 spectacles en formule concert pour toutes les oreilles. On y accueillera d'abord Damien Robitaille et son spectacle Ultraviolet le samedi 29 mars à 16h, puis Louis-Jean Cormier et son spectacle Les Entretoits le samedi 13 septembre à 15h. Ce programme, une première dans les Laurentides, permet la diffusion de spectacles de chansons et de musique aux adultes et aux enfants de tous âges afin que tous puissent partager une expérience conçue pour la famille et ce, à moindre coût. Le Centre de justice de proximité de Laval-Laurentides-Lanaudière et le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse de Blainville annoncent le lancement du service Justice Alliée le 11 mars prochain. Ce service permettra aux personnes des communautés d'ESL LGBTQIA+, et leurs proches d'obtenir de l'accompagnement juridique et psychosocial dans le cadre de leur démarche juridique. Avec le soutien financier du Fonds d'études notariales de la Chambre des notaires, la bonification permettra aux personnes intéressées d'accéder à des services juridiques notariaux gratuits. Le procureur Steve Baribeau a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec pour le district de Laval par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, le lundi 3 mars. Le juge Baribeau a été procureur en chef adjoint au directeur des poursuites criminelles et pénales à Saint-Jérôme. Il a aussi été enseignant à l'École du barreau et à l'École nationale de police de Québec, en plus de remplir les fonctions de bâtonnier du barreau Laurentides-Lanaudière. Chaque année, le 8 mars est consacré à la Journée internationale des droits des femmes, qui sera par ailleurs le point de départ des actions de la Marche mondiale des femmes 2025. Dans la foulée, le Réseau des femmes des Laurentides vient d'entreprendre une tournée à la rencontre de ses membres. On va parler de tout ça avec Sophie Gilbert, responsable du développement au sein de l'organisme régional. Madame Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez entrepris le 24 février une tournée régionale qui prévoit 12 arrêts dans 12 organismes membres de votre réseau. Alors, expliquez-moi quel est le but de l'exercice et comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Oui, en fait, l'objectif, c'est de vraiment aller à la rencontre des membres pour pouvoir mieux porter leur voix. On est un organisme régional qui rassemble ces organismes, porte leur voix dans les instances. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis avec le contexte politique actuel, on a vu l'arrivée de Trump. Oui. Et pour nous, c'est des menaces aux droits des femmes. Oui. Et on veut entendre ce qui se passe aussi auprès de nos groupes membres au niveau de la santé des femmes, des aspects de la violence, de la pauvreté. Donc, c'est des sujets qu'on va discuter. Puis ce qui se passe dans leur communauté, là, que ce soit MRC Argenteuil, Thérèse de Blainville. Donc, on va visiter partout à travers les Laurentides.
Et ça, cette idée d'aller sur le terrain comme ça, c'est tout à fait dans l'esprit, ça, de la Marche mondiale des femmes, qui est d'aller entendre la voix des femmes là où elles sont. Parlez-nous de cet événement qui va culminer en octobre. Quelle est la force de frappe de ce mouvement transnational? Oui, effectivement, mais la force, c'est que c'est un mouvement international qui est né de la Marche du Pain des Roses en 1995. Il s'est passé au Québec. Donc, c'est les femmes québécoises qui ont parti ce mouvement-là. Et à partir de 2000, à chaque 5 ans, il y a des marches puis des activités autour de la Marche mondiale des femmes. Et cette année, ça va culminer le 18 octobre, une marche devant l'Assemblée nationale. Mais entre-temps, on a différents temps où on va souligner entre autres, le 24 avril, il y a la journée contre les transnationales, donc il va dénoncer l'impact des entreprises, des grosses entreprises, pas des entreprises en général, mais qui vont des fois, dans les pays du Sud, exploiter notamment des femmes. Donc, on veut faire des activités tout au cours des 6 prochains mois pour dénoncer ou souligner les bons coups, parce qu'il y a aussi des bons coups dans le mouvement des femmes. Puis c'est ce que la tournée fait ressortir quand on rencontre les groupes. Une des premières activités qu'on fait avec les membres, c'est de souligner les fiertés ou les réalisations. Puis ça nous ancre dans le sens de notre travail comme groupe féministe. Et c'est vraiment super important. Là. Vous avez parlé tout à l'heure de la montée de la droite, particulièrement aux États-Unis. Votre organisme évoque souvent le contexte morose de la montée du discours masculiniste décomplexé. On avait l'impression qu'on avait progressé là, en tant que société. Est-ce qu'on est en train de reculer là, présentement? Bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une banalisation de ces discours-là sur toutes les plateformes. Fait que ça a un effet de lourdeur. Puis on le voit puis quand ça atteint les niveaux politiques, notamment concernant l'avortement, on voit des reculs aux États-Unis, mais aussi plus de présence des groupes anti-choix au Québec. C'est là qu'on fait, il y a quelque chose qui se passe là, des reculs pour les droits qui se manifestent de toutes sortes de façons, dont les discours antiféministes. Ça veut dire, on attend que ça passe ou on travaille plus fort pour contrer ça? C'est vraiment difficile parce que ça nous atteint dans notre dignité, dans notre intégrité, les femmes, puis non, on n'attend pas que ça passe, on réagit, mais de façon à garder nos énergies, parce qu'on a constaté auprès de nos membres là, de l'essoufflement, de combattre, puis les groupes font face à beaucoup de pauvreté pour les femmes, entre autres, puis il y a donc beaucoup d'actions quotidiennes pour soutenir les femmes qui viennent dans les centres de femmes ou les maisons d'hébergement ou dans les CALAX. Là. Donc, pour aider les femmes, il y a beaucoup à faire. Donc, combattre en plus les politiques, c'est quelque chose, c'est un programme. Le 8 mars, c'est dans 2 jours, Journée internationale des droits des femmes. Comment ça va se passer dans les Laurentides? Oui, dans les Laurentides, il y a des activités un peu partout. Le 8 mars, en tant que tel, il va y avoir un marché féministe à Saint-Jérôme. Il y a une activité aussi à Mont-Laurier, une exposition. Donc, il y a d'autres activités aussi dans les différentes MRC. Pour ce qui est du réseau des femmes, nous, on axe sur notre tournée des membres. Il y a aussi un lancement au provincial qui va avoir lieu à Candiac, donc dans notre région voisine, pour justement amorcer les activités de la Marche mondiale. C'est quoi le grand thème cette année? Le grand thème de la Marche mondiale, c'est encore en marche, puis le 8 mars, encore en lutte. Des fois, ça peut être confusant, mais encore, on continue de combattre, là, dénoncer la violence, la pauvreté, puis il y a aussi l'aspect de protéger la biodiversité qui est une revendication aussi de la Marche mondiale. Oui. Parce que ça nous tient à cœur. En quoi ça s'inscrit dans la lutte des femmes, ça, la biodiversité? Bien, c'est essentiel pour notre survie et on remarque que lorsqu'il y a des changements climatiques, par exemple, ça affecte davantage les femmes. Quand on analyse les impacts, ça affecte plus les femmes et la pauvreté. Et tu sais, ça fait tout un cercle vicieux, si on peut dire. Là. Donc, oui, c'est pour ça qu'on en parle. Beaucoup de pain sur la planche. Sophie Gilbert, responsable du développement au Réseau des femmes des Laurentides. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ça m'a fait plaisir. Le regroupement des organismes communautaires des Laurentides interpelle le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, afin que celui-ci intercède en leur faveur auprès de son collègue des Finances, Éric Girard, qui déposera bientôt le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec. Les besoins sont grands, tout comme les attentes du milieu communautaire. J'en discute avec Farah Vikarski, agente de liaison à la mobilisation pour le regroupement. Madame Vikarski, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez lancé une campagne postale qui s'est traduite par l'envoi de 40 lettres provenant de certains de vos membres. Ça, c'est des lettres qui ont été envoyées au ministre Carman. Quelle est la stratégie et quel est le message qu'elles contiennent?
Oui, en fait, le message essentiel, c'est que les organismes communautaires, à chaque début d'année, doivent faire leur demande de financement. Et on voit vraiment un écart à combler entre ce que les organismes reçoivent et ce qu'ils aimeraient recevoir pour vraiment couvrir l'ensemble des dépenses puis offrir des bonnes conditions de travail. Donc, la stratégie, c'est de dire au ministre d'investir dans les organismes communautaires en vue du prochain budget. Oui, parce que l'année dernière, vous aviez reçu 1,25 % de ce que vous demandiez. Exact. C'est pas insultant un peu, ça? Ben oui. À la longue, oui, ça l'est. Tu sais, les besoins sont récurrents depuis des années. En 2024-2025, il y a eu 9 millions d'investis pour les 3000 organismes communautaires au Québec en santé et services sociaux. Tu sais, quand on voit 9 millions, on peut se dire, ah oui, c'est substantiel, mais quand on le divise, au final, le besoin estimé au Québec, c'est de 830 millions pour l'ensemble des 3000 organismes. Ouais. Donc oui, ça représente, le 9 millions représente 1,25 % des besoins. Ouais. Vous demandez donc de l'argent, en premier lieu, pour financer les services qui sont offerts par les organismes, ça se comprend très bien, mais aussi pour assurer de meilleures conditions de travail aux équipes en place. Je sais qu'on en parle à chaque fois que vous venez nous visiter, mais décrivez-nous encore ces conditions de travail. Bien, en fait, c'est que le problème fait juste s'exacerber d'année en année et c'est récurrent puisque les besoins de la population augmentent, mais les équipes de travail stagnent dans leurs conditions de travail, mais aussi en termes de nombre de personnes qui travaillent dans les organismes. Donc, puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un effritement dans le milieu de la santé. Donc, il y a une espèce de phénomène de déversoir, hein, parce qu'on le voit avec le plan santé actuellement, toute la privatisation. Donc, les gens ne savent pas nécessairement vers où se tourner, donc se tournent vers les organismes communautaires qui doivent répondre, bien, qui se voient forcés de répondre à des urgences, en quelque sorte, qu'ils ne faisaient pas nécessairement avant, alors que les équipes de travail ne grandissent pas, mais que les besoins de la population augmentent. Donc, on est face comme à une situation, finalement, qui perdure. Puis au final, bien là, ce qu'on commence à voir, c'est que des fois, il y a des bris de service, il y a des listes d'attente qui commencent à augmenter aussi dans le milieu communautaire, puis on ne peut plus répondre aux besoins de la population. Le milieu communautaire répète inlassablement son message à l'effet que l'argent qui est investi dans ce secteur-là permet d'économiser ailleurs, notamment en santé. Bien sûr. Comment on peut le démontrer, ça? Mais c'est difficile à démontrer, puis c'est ça tout le côté, l'aspect plus difficile, en fait, des organismes communautaires, puisqu'on agit en prévention. Puis quand on agit en prévention, bien, on fait en sorte qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Donc, comment aller mesurer que quelqu'un va mieux dans sa vie, que quelqu'un n'est pas passé à l'acte, que quelqu'un mange mieux que s'il n'était pas allé dans l'organisme? On peut pas le savoir, mais je dirais, à petite échelle, ces gens-là le savent. Donc, on maintient le filet social des sociétés. C'est des millions de personnes qui fréquentent les organismes communautaires, mais c'est difficilement c'est difficilement quantifiable, en fait. Oui, très juste. Dans le contexte actuel, hein, dans cette guerre tarifaire déclarée par les États-Unis, au moment où le gouvernement du Québec annonce son intention d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2029-2030, son intention d'investir dans les infrastructures, il y a certaines personnes qui vont vous dire que vos demandes ne sont pas raisonnables. Je sais que vous soutenez absolument le contraire. Alors, si je vous tends le porte-voix, dites-nous pourquoi c'est plus que jamais important de soutenir le milieu communautaire. Bien, c'est qu'on est directement ancré dans les communautés. Donc, si on veut favoriser l'économie locale, le développement régional, les organismes communautaires sont à la base. Donc, investir là, nous, on se délocalisera jamais, on n'ira jamais ailleurs. Puis on soutient... Vous n'irez pas aux États-Unis, vous? Non, nous, notre action est directement locale avec les gens des communautés. Ouais. Donc, il y a fort à investir. Puis, c'est démontré que ça prévient les problématiques à long terme. Donc, le budget s'en vient, ça va être fin mars. Est-ce que vous avez espoir, là, votre niveau d'espoir sur une échelle de 1 à 10, il est où, là? J'aimerais ça vous dire qu'on nourrit toujours l'espoir que nos demandes soient écoutées, entendues, mais j'ai l'impression qu'il y a une vision gouvernementale très centralisatrice, puis on le voit avec tous les services publics, notamment en santé, en éducation. Il manque d'investissement dans des pans clés de nos sociétés. Fait que je suis nourrie d'espoir, mais quelle va être la décision et le choix politique qui va être fait? On verra bien. Écoutez, en terminant, je rappelle que le regroupement représente 160 organismes qui aspirent tous à plus de démocratie, de solidarité et de justice sociale et écologique. Farah Vikarski, merci. Merci à vous.
On va aller voir ce qui se passe du côté du cabaret-spectacle La Petite Église avec Sophie Tessier, qui est directrice du service des arts et de la culture de Ville de Saint-Eustache. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Ben, merci d'être là. C'est super chouette de vous recevoir. Vous souhaitiez nous parler des événements qui s'en viennent au cabaret-spectacle, mais avant, vous aviez envie de nous parler des particularités de ce lieu. Oui, absolument, parce qu'en fait, en tant que diffuseur pluridisciplinaire, nous, on est un diffuseur municipal à la base. Donc, bien sûr qu'on sort un peu du cadre régulier d'une salle de spectacle. Ouais. Donc, chez nous, on accueille, là, bon an, mal an, à peu près 80 spectacles professionnels par année. Donc, des artistes en rodage, en résidence également. Donc, des artistes qui viennent s'établir chez nous pour la semaine. Ouais. On leur donne les clés. Ils s'installent, ils viennent tester leur matériel. Donc, c'est vraiment une belle occasion, à la fois pour eux et pour nous également, de contribuer, en fait, là, au développement de la culture sur notre territoire. C'est un lieu où vous faites aussi une place à la communauté culturelle locale. Absolument, absolument. En fait, nous, comme je le disais, en tant que diffuseur municipal, on reconnaît quand même tout près d'une trentaine d'organismes culturels, bien sûr, sur notre territoire. Et on leur offre différents services dans notre salle de spectacle, notamment des prêts de salle en gratuité, du soutien technique également. Donc, c'est une façon pour nous de contribuer à ce niveau-là. Et vous accueillez aussi des artistes en art visuel. Oui, absolument. En fait, là, lorsque le public vient, évidemment, assister à un spectacle chez nous, il est à même de constater là, des belles œuvres qui sont exposées sur nos murs. D'ailleurs, actuellement, on lance un appel à la population, donc à tous les artistes en art visuel de la région qui souhaiteraient exposer chez nous. Donc, l'appel de candidature est lancé. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site web de la Ville de Saint-Eustache. Alors, c'est une belle occasion pour eux d'avoir une vitrine chez nous. Et donc, c'est important, je comprends, que pour vous, d'aller au-delà du simple mandat de diffuseur de spectacle. Oui, oui, absolument, parce que on croit qu'évidemment, plus on va contribuer au développement culturel de notre région, plus on va initier les gens aux arts et à la culture, bien plus ça va leur donner le goût, évidemment, de nous visiter en salle puis venir en fait, profiter de notre offre de spectacle. Ça nous amène au prochain sujet. Initier les gens à la culture, c'est initier... ça commence avec les enfants et vous avez une belle offre jeunesse à nous proposer. Absolument. Ça commence très jeune. Pour nous, on pense que c'est notre premier public, en fait, qu'on doit continuer là, de nourrir au fil du temps. Donc, on l'a déjà dit ici sur votre plateau, on a en fait des spectacles jeunesse qu'on offre une fois par mois. D'ailleurs, le prochain est le 16 mars, un dimanche, en après-midi. On invite évidemment les familles. Ce sera les perpétues. Donc, en fait, ce sera un spectacle où on met vraiment de l'avant la culture québécoise dans le cadre de ce spectacle-là. Fait que c'est d'autant plus intéressant. Puis évidemment, ben on déploie ça de toutes sortes de façons. Donc, on a les petits théâtres, mais on a d'autres beaux projets comme le Camp Explore aussi. Oui, c'est quoi ça, le Camp Explore? Bien, le Camp Explore, là, les parents actuellement, hein, on est tout de suite en train de programmer l'été. On est déjà, on est là-dedans actuellement. Donc, évidemment, c'est un camp de jour spécialisé en art, donc qui se déroule vraiment dans notre salle de spectacle. On parle d'une semaine durant l'été où vraiment on fait venir des professionnels en art visuel, en danse, en art de la scène. Et donc, les enfants sont initiés à tout ça. D'ailleurs, ce sont les inscriptions actuellement qui se déroulent ben, actuellement. En ce moment, c'est ça. En ce moment même, voilà. Bon, ben, en attendant, il y a ces spectacles-là dont vous nous avez parlé. Oui. Il y en a plein d'autres, dans toutes sortes d'autres sphères. Les gens n'ont qu'à aller visiter votre site web pour prendre connaissance de toute la riche programmation que vous avez à offrir. Sophie Tessier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Grand plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jonet, la Fédération des chambres de commerce du Québec, appuyée en cela par les chambres de commerce de la région, demande un répit aux différents paliers gouvernementaux pour ce qui est des restrictions sur les programmes d'embauche des travailleurs étrangers temporaires. De quoi on parle, Clara? Alors, à l'automne dernier, les annonces se sont succédées du côté d'Ottawa et de Québec pour diminuer le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui passaient les frontières. Du côté du provincial, c'est un gel du programme dans la région de Montréal qui a été annoncé à la fin de l'été dernier pour les six mois suivants. Au fédéral, un nouveau seuil de travailleurs par entreprise a été décrété aussi notamment. D'accord. Et quel est le poids économique de ces travailleurs au pays? Selon les derniers chiffres de Statistique Canada collectés en 2021, 17 % de la main-d'œuvre dans le milieu agricole était composée de travailleurs étrangers temporaires. C'est 10 % dans le domaine de la restauration, donc deux domaines importants dans la région des Basses-Laurentides, l'agriculture et l'hôtellerie. On retrouve aussi beaucoup de travailleurs étrangers temporaires dans les usines agroalimentaires de la région. Et les chambres de commerce font un lien entre la situation économique actuelle et ces restrictions pour l'embauche des travailleurs.
Oui, essentiellement, leur message, c'est qu'il y a déjà beaucoup de préoccupations, d'incertitudes au sein des entreprises avec toute cette histoire de tarifs. Alors, pourquoi ajouter un autre problème aux entreprises en compliquant l'accès à la main-d'œuvre? Le gouvernement estime que ce sont 100 000 emplois qui sont en jeu dans la province à cause de cette guerre tarifaire. Toutefois, les travailleurs étrangers temporaires répondent à un besoin précis et ne sauraient être remplacés par cette vague de chômeurs potentiels. C'est ce qu'en dit Luc Landry, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Thérèse de Blainville. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui est sur l'usinage chez les bombardiers de ce monde qui font 35, 40, 50 $ de l'heure. Ça m'étonnerait qu'il aille travailler dans un hôtel à 18, 19 $ de l'heure ou encore là sur une chaîne de montage là, au niveau agroalimentaire. Ce que les chambres de commerce demandent, donc, c'est un moratoire sur les restrictions des derniers mois pour laisser les entreprises souffler un peu. M. Landry établit aussi un autre lien avec la situation actuelle aux États-Unis. On demande aux entreprises d'être productives. Et justement, ces travailleurs-là vont pouvoir venir aider à opérer les machines où justement les entreprises investissent. Voilà, Claude, la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville a lancé une vigie comme elle l'avait fait lors de la pandémie de COVID-19 pour accompagner au mieux ses membres durant cette période critique. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et au nom de toute l'équipe, une très belle fin de semaine.